Donc, est-ce que vous voyez Monsieur Cyrulnik? Non. Bonjour Monsieur Cyrulnik. Bonjour, ravi d'être avec vous. J'étais très content d'être face à vous parce que vous m'avez permis de martyriser mes étudiants pendant des années avec de nombreux textes que je leur ai donnés de vous. Il ne s'agissait évidemment pas de la piètre qualité de vos écrits, mais de leur profondeur qui les a, je l'espère, fait réfléchir. Voilà. Vous voulez nous parler de Viktor Frankl, je crois, qui est fondateur de la logothérapie. Cette famille juive d'Europe centrale faisait partie de ces juifs allemands, autrichiens, qui étaient très structurés et qui se croyaient allemands. Ils participaient à la culture allemande. Dans la famille de Viktor Frankl, il y avait des musiciens, il y avait des philosophes, il y a eu des romanciers comme l'auteur du Golem. Alors, on me demande de recommencer. Bon, je recommence. Viktor Frankl, j'ai proposé de réfléchir à Viktor Frankl parce que j'en fais mon porte-parole. Viktor Frankl est peu connu en France alors qu'il est vénéré en Europe centrale et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, on le considère même comme supérieur à Freud, où il y a des congrès et il y a des cours donnés autour des idées de Viktor Frankl. En plus, Viktor Frankl est neuropsychiatre comme moi et il a subi directement la Shoah comme moi. Donc, c'est pour ça que j'en fais mon porte-parole. Dans cette famille juive d'Europe centrale, où les juifs allemands ou autrichiens se croyaient allemands autrichiens, participaient fortement à la culture allemande et on était fiers, y participaient beaucoup. L'enfant Viktor Frankl, dès les années 20, remarque, alors qu'il avait 12 ans, il dit « Je remarque qu'il y a deux sortes de discours qui sont en train de m'entourer. Un discours dans ma famille fait d'élaboration, de nuances, de réflexion, de doutes, et au contraire, à l'école, au lycée, un discours de certitude qui n'est fait que de slogans de plus en plus radicaux, de plus en plus affirmatifs, et qui empêchent la réflexion. » Alors je me suis dit, cet homme parle, et c'est comme ça que j'ai envie de vous proposer la réflexion sur Viktor Frankl. Il devient très rapidement neurologue au sens ancien du terme, où la neurologie n'avait rien à apprendre à la psychiatrie, mais actuellement je ne le dis plus, puisque la neuroimagerie montre au contraire comment l'environnement affectif et verbal modifie la manière dont le cerveau fonctionne et modifie même la structure cérébrale, puisque maintenant la neuroimagerie rend photographiable que ne pas parler à un enfant, c'est atrophier la zone temporale gauche de son cerveau, qu'on peut donc regonfler, restimuler en parlant à l'enfant. Et ce qu'on dit à l'enfant, les récits qu'on lui présente, circuitent le système limbique, c'est-à-dire le socle neurologique de ses émotions. Donc la neurologie, qui n'avait rien à apprendre à la psychiatrie ou à la psychologie dans les années 30 et même jusqu'aux années 60-70, même plus tard, a beaucoup à apprendre aujourd'hui et à réunir les sciences humaines et les sciences neurologiques. Et puis Viktor Frankl, dans cette famille très structurée, a acquis ce que dans les théories de l'attachement, on appelle des facteurs de protection. Tout à l'heure, j'ai entendu Yoram parler de la vulnérabilisation de certains enfants. C'est un mot que je partage tout à fait. D'autres enfants, au contraire, acquièrent dans leur famille et dans leur culture des facteurs de protection, c'est-à-dire la maîtrise du langage, la confiance en soi, l'aptitude à s'exprimer, et autour de soi, un environnement structuré par l'affection et par les structures éducatives, ce que a connu Viktor Frankl, mais effectivement, beaucoup d'enfants survivants de la Shoah ont acquis des facteurs de vulnérabilité, puisque ou bien ils n'avaient plus de famille, ou bien ils avaient une famille traumatisée par la Shoah, se taisant pour ne pas transmettre l'horreur de ce qu'ils avaient subi,
mais bien sûr, ça transmettait, le fait de se taire ne transmettait pas l'horreur, mais transmettait l'angoisse. L'angoisse du non-dit. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Pourquoi maman, que j'aime beaucoup, se tait quand je lui demande d'où elle vient, où était sa famille? Elle répond mal, elle me dit « je t'expliquerai plus tard », mais plus tard, c'est toujours plus tard. Donc ce silence est une étrangeté qui transmet quelque chose aux enfants sous forme d'angoisse ou de fantasme anxieux, parce que si les parents se taisent, ils transmettent, ils donnent le pouvoir au fantasme anxieux. Si maman se tait, c'est qu'il y a un crime qui a été commis dans sa famille. Alors, ce Viktor Frankl, bien structuré, très bien développé, avec probablement ce qu'on appelle aujourd'hui un attachement sécure, c'est-à-dire un élan vers l'autre, une aptitude à la parole, un plaisir de la rencontre, un plaisir de la réflexion, un plaisir du doute qui fait partie de la démarche scientifique et philosophique, eh bien Viktor Frankl, petit à petit, voit ses droits réduits. Il n'a plus le droit de travailler, il perd son poste à l'hôpital, il voit autour de lui que les droits se restreignent, et ce qui fait la persécution dans les années 30, c'est pas tellement la police, c'est le conformisme. C'est le voisin qui téléphone pour dire c'est un juif, pourquoi est-ce qu'il travaille encore à l'hôpital? C'est le voisin qui téléphone au gardien du square en disant c'est un juif, j'ai vu des enfants juifs jouer dans le square. Hitler n'a pas besoin à Wannsee, il n'a pas besoin de décréter des lois. C'est le conformisme qui fait qu'il y a 10 000, 100 000 petits persécuteurs qui se mettent en place et on ne sait pas, il n'y a pas besoin de loi pour organiser une persécution qui, jour après jour, restreint les possibilités d'épanouissement. Jusqu'au jour où Viktor Frankl est arrêté. Il voulait partir aux États-Unis, mais il voulait aussi ne pas abandonner ses parents. Donc, il reste avec eux, ses parents et lui, et sa femme, sa jeune femme. Ils sont tous arrêtés et il se retrouve à Auschwitz. Et sa femme meurt à Auschwitz, ses parents aussi. Et Viktor Frankl, à Auschwitz, utilise tout ce qu'il peut de ces facteurs de protection qu'il avait acquis. Et un principal facteur de protection, c'est son aptitude à la relation, son aptitude surtout à donner sens à cet événement insensé qu'on voit, Auschwitz, la mort partout, une brutalité extrême, difficile à raconter, parce que si on raconte, on sait qu'avec les mots, on va faire saigner sa mémoire et qu'on va mettre le malaise, le malheur dans l'âme de l'autre. Donc, on s'adapte en se taisant et ça transmet, le silence transmet quelque chose, une angoisse et un attachement ambivalent. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, pendant qu'il est à Auschwitz, il a un symptôme particulier, c'est que il garde l'espoir parce que quand on lui donne une veste à enfiler, parce qu'il a donné tous ses vêtements, et on lui donne une veste qui est probablement la veste de quelqu'un qui vient d'être gazé, dit Viktor Frankl lui-même, il y a une doublure. Et dans cette doublure, le jeune neuropsychiatre met un trésor. Et quelqu'un le voit mettre ce trésor dans la doublure et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est? C'est des papiers, c'est de l'argent ?» Et Viktor Frankl lui répond « Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est ma prochaine publication à l'Institut de neuropsychiatrie. » Ça paraît ridicule et son compagnon de malheur éclate de rire parce que c'est totalement fou d'attacher de l'importance à une publication au moment où tout le monde meurt autour de soi. On est totalement maltraité, humilié, privé de liberté et où chaque geste est une souffrance. Le froid est une souffrance, le travail est une souffrance, la faim, bien sûr, est une souffrance constante et lui, il attache de l'importance à sa future publication, qu'il perdra d'ailleurs quelques jours plus tard. Mais ça veut dire qu'il comprend, le jeune neuropsychiatre comprend qu'à ce moment-là, ce qui garde en lui l'espoir, c'est le sens qu'il donne à la vie. Quand je sortirai d'Auschwitz, parce que beaucoup de déportés ont pensé comme ça, et ceux qui ne pensaient pas comme ça s'adaptaient à Auschwitz,
et se laisser glisser vers la mort. Ce qu'on constate chez les gens âgés, qui lorsqu'ils sont affectivement abandonnés, ben, il y a le syndrome de glissement, ils cessent de manger, ils cessent de boire, on dit qu'ils sont morts de déshydratation, c'est faux, ils sont morts de carence affective, puisqu'ils n'ont plus personne pour qui boire, pour qui manger, avec qui boire, avec qui manger, donc autant mourir, la vie n'a plus aucun sens. Alors, c'est celui qui a le premier aidé Viktor Frankl à cette réflexion, c'est un chrétien, Gabriel Marcel, et qui soulève le problème que j'ai envie de vous proposer. C'est-à-dire que comment expliquer que Viktor Frankl supporte ces années de torture à chaque souffle, torture incessante et de mort autour de lui. Il ne faut pas oublier que sur les 1 100 000 déportés à Auschwitz, il y a eu presque tout le monde est mort. Il y a eu, je crois, 27 000 survivants. Donc, et que les autres de la Shoah n'ont pas été tués à Auschwitz. Ils ont été tués dans les ghettos, ils ont été tués par le typhus, ils ont été abattus dans des fosses, la Shoah par balle. Donc, c'est des précisions qui ne sont pas rentrées dans la culture encore aujourd'hui. Et Gabriel Marcel dit c'est parce que Viktor Frankl avait gardé en lui une intériorité, une liberté intérieure, parce que probablement, chez lui, dans son âme, avant d'avoir été arrêté, il avait acquis une stabilité intérieure, un sens donné à sa vie, une aptitude à la relation, il parlait facilement, il entrait en contact facilement, et ça, c'est des facteurs de protection énormes, même surtout dans des situations extrêmes, puisqu'on voit que l'opposé de la résilience, c'est le syndrome psychotraumatique, et on voit que quand les gens souffrent d'un syndrome psychotraumatique, ils sont prisonniers du passé. C'est la même image qui est imprégnée dans leur mémoire, c'est les mêmes mots qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus parler. Ils n'ont pas le recul nécessaire à la maîtrise de la représentation, ils sont prisonniers du passé, ils ne cessent pas de souffrir d'un événement survenu 5 ans, 10 ans, 30 ans auparavant, et même je manage un groupe qui s'appelle Résilience des personnes âgées, et on voit que quand les personnes âgées n'ont pas élaboré leur traumatisme, on croit qu'ils vont mieux, parce que le déni, le mécanisme de défense du déni, est en effet un facteur de protection, mais ce n'est pas un facteur de résilience. Ils paraissent mieux parce qu'ils sont clivés, ils sont coupés en deux. Moi, ayant vécu la Shoah, quand je vous la raconte, vous ne me croyez pas, ou même ce qui m'est arrivé, vous éclatez de rire en disant « tu racontes de belles histoires », ça m'est arrivé à la Libération, où je parlais comme un enfant. Cette phrase m'a fait taire pendant 40 ans, parce que la société se protégeait par le déni. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu exagères. Où vas-tu chercher tout ça? Alors, donc, ce clivage a un effet protecteur, mais qui coupe la personnalité en deux. Je ne peux dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Et le reste, c'est pour moi, j'en souffre en secret, je ne remanie pas la représentation du malheur qui m'est arrivé, puisque je ne fais que, au contraire, réviser, répéter, réviser, jusqu'à entretenir la souffrance. Donc la nécessité de trouver un milieu qui nous donne la parole, de créer un lieu de parole pour prendre un peu de recul, de façon à pouvoir non pas remanier le traumatisme, le malheur on l'a eu, mais de façon à pouvoir remanier la représentation du traumatisme, parce que nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. On souffre une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel, la blessure physique, le froid, la faim, l'humiliation, la Shoah, et on souffre une deuxième fois de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel. Oui, les Juifs se sont laissés conduire à l'abattoir comme des moutons. Les Juifs n'ont pas résisté. Ou, ce que j'ai entendu aussi, si tes parents sont morts à Auschwitz, c'est qu'ils avaient dû commettre un bien grand crime. Donc j'ai entendu cette phrase par quelqu'un de gentil en plus. C'était pas quelqu'un d'humiliant, c'était pas un sadique, c'était quelqu'un qui me parlait gentiment et qui m'expliquait, parce que c'était le stéréotype du contexte culturel, que mes parents avaient dû commettre un bien grand crime, ce dont j'étais personnellement convaincu, je croyais que c'était moi qui avais commis un bien grand crime.
Mais parce que on ne me croyait pas et parce qu'autour de moi, tout le monde était mort. Donc ce clivage de la personnalité, c'est un mécanisme de défense entre le sujet et son milieu et dans le sujet. Et en même temps, ce mécanisme de défense qui coupe la personnalité en deux, qui fait un kyste douloureux avec une apparence bien adaptée, eh bien, est remaniable par la parole à condition que, au milieu, autour, la famille, les amis, la culture proposent des lieux de parole, parole parlée ou parole écrite. La fonction n'est pas la même. La parole parlée, c'est une interaction. J'ai besoin de voir l'autre, de l'entendre, de sentir, de voir ses mimiques. Ça va pas. L'autre, même s'il se tait, est co-auteur de mon discours, alors que dans la parole écrite, j'ai une plongée intérieure et je m'adresse au lecteur parfait, l'ami invisible, qui saura me comprendre mot à mot. Assez curieusement, la parole écrite, c'est une relation intime, et même si on fait 200 000 exemplaires, c'est 200 000 relations intimes. Alors que la parole parlée est une interaction, mais les deux sont utiles comme facteurs de résilience. L'humour, bien sûr, est important, et Viktor Frankl, à Auschwitz, avait de l'humour, et même surtout Germaine Tillion à Ravensbrück. Germaine Tillion veut mourir tellement sa souffrance est grande, et contrairement à ce que j'ai entendu, dans les camps, c'était facile de se suicider. Il suffisait de sortir du baraquement, à une époque où on devait être enfermé, et de courir au barbelé. Les gardes, généralement, abattaient celui qui courait sur les barbelés avant d'arriver au barbelé, et si le suicidaire arrivait au barbelé, il suffisait de toucher les barbelés pour être électrocuté. Donc Germaine Tillion, qui n'est pas juive, qui a une éducation chrétienne, mais qui est enfermée à titre de la résistance à Ravensbrück, décide de mourir parce que la vie a perdu son sens. Je reprends le terme de Viktor Frankl. Et ça vaut plus l'effort de vivre, ça vaut plus la peine. Autant mourir, autant se laisser mourir, le syndrome de glissement, qui existe chez les enfants, c'est l'anaclétisme, qui existe chez les adultes, la mélancolie. Quand j'étais praticien, j'ai vu des mélancoliques totalement désinvestis de la vie, décrochés de la vie, qui ne parlaient plus, alors qu'ils étaient capables de parler, mais pourquoi parler? Avec qui parler? Qui faisaient leurs besoins sous eux, pourquoi se lever? Et c'est donc, on voit ce syndrome de glissement se voit à tous les âges. Et Germaine Tillion décide de mourir, de courir au barbelé, elle sort et, miracle, elle voit le bleu du ciel à Ravensbrück. Et elle dit, je ne peux pas mourir quand le bleu du ciel est si beau. Et elle rentre dans sa baraque et elle entreprend un humour invraisemblable. Elle fait un opéra, Verfügbar aux enfers, c'est-à-dire elle imite Offenbach, un juif, qui se met à ridiculiser les gardiens et les détenues mourantes, dont Geneviève de Gaulle, éclatent pouf de rire en répétant cette opérette. L'humour aussi est un facteur de protection précieux. Et il est le témoin d'une liberté intérieure, le goût de l'exploration que éprouve Viktor Frankl, qui est toujours intéressé par ce qui se passe. Germaine Tillion, qui était ethnologue, étudie les gardiennes et constate avec étonnement que quand elles arrivent au camp, elles sont effarées de ce qu'elles voient. C'est Ravensbrück qui est sans tendresse, mais qui est moins cruel qu'Auschwitz. Et le 4e jour, écrit Germaine Tillion, elles sont aussi cruelles que les autres. Je reprendrai ça tout à l'heure. Or, cette liberté intérieure, ce plaisir de comprendre, Viktor Frankl, là, il cherche à comprendre l'adversaire. Il cherche à comprendre les déportés, comment va-t-on faire pour s'organiser, pour se défendre, la solidarité, parce que le vol était fréquent entre déportés. Ceux qui se laissaient aller, ceux qui s'adaptaient, se laissaient mourir. Ils n'avaient plus d'émotion. Donc, ils pouvaient très bien voler le pain de celui qui était un peu plus mourant qu'eux. Et donc ensuite, ça revient sous forme de honte de soi après la libération. Mais pendant le camp, c'est l'adaptation à une situation invraisemblablement cruelle. Or, Viktor Frankl, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle et bien d'autres gardent cette liberté intérieure. Pourquoi? Il faut comprendre. Et Germaine Tillion
explore, cherche à comprendre le comportement des gardiennes, et à un moment, un SS courtise une gardienne, et Germaine Tillion fait repérer aux autres femmes déportées, regardez, il la courtise, et étonnamment, toutes ces femmes disent, qu'est-ce que ça nous fait comme bien, il y a donc encore une possibilité de relation humaine. Viktor Frankl fait la même chose à Auschwitz, il cherche à comprendre ce qui se passe dans l'âme de l'agresseur, le SS, le nazi. Et ce n'est pas du tout une identification à l'agresseur. L'identification à l'agresseur, ça serait la répétition de l'agression, pour se mettre du côté de l'agresseur. Alors que là, c'est au contraire la maîtrise de l'agresseur. Je comprends pourquoi il m'agresse, donc je reprends un peu la possession de mon monde intime, je ne suis plus soumis au contexte. J'ai une liberté intérieure parce que je comprends. Je cherche à comprendre. Et Viktor Frankl comprend l'étonnante médiocrité intellectuelle de ces gardiens. Même si ces gardiens ne sont pas médiocres intellectuellement dans un contexte en paix, dans un contexte invraisemblable comme celui d'Auschwitz, ils deviennent médiocres. J'ai rencontré Christopher Browning à l'Institut des études avancées, ce historien anglais qui est très poche, hein, il est vraiment comme dans les films, là, vraiment très bien, très bien. Et il a retrouvé les archives du 101e régiment des gendarmes nazis, et une énorme majorité d'hommes docteurs en philosophie, en art, en psychologie, une énorme majorité en anthropologie d'hommes cultivés qui, dès l'instant où ils ont été soumis à un langage totalitaire, se sont comportés avec une très grande médiocrité intellectuelle parce qu'ils avaient perdu, ils avaient accepté de perdre leur liberté intérieure. Je ne cherche plus à comprendre, je récite la voix du chef, les slogans. Mon monde intime est complètement déterminé, extra-déterminé par des slogans. Je ne fais que réciter, réciter, réciter. Je ne cherche plus à comprendre, je ne cherche plus à douter, à élaborer. Je me trompe, je reviens, c'est fini. J'ai la certitude, j'ai le langage radical, je sais où est la vérité, c'est celle du chef. Et ces hommes cultivés, dans un contexte qui les soumet ou auquel ils se sont laissés soumettre, ce qui n'est pas le cas de Germaine Tillion, ce qui n'est pas le cas de Viktor Frankl, qui gardent leur liberté intérieure parce qu'ils cherchent à comprendre, ces hommes cultivés, diplômés en tout cas, ces hommes diplômés se soumettent et deviennent aussi fanatiques que les autres. Et fanatique, ça veut dire tuant des enfants pour le 101e bataillon sans aucune culpabilité. C'est parce que, pour eux, ils exécutent les ordres, ce qu'on a entendu à Nuremberg. Je ne suis pas coupable, je n'ai fait que obéir. Langage de soumis. Alors, lorsque Viktor Frankl arrive, il commence à mourir, il raconte sa souffrance, il n'y attache pas d'importance parce que les papiers de la publication qu'il va faire sont pour lui, donnent sens à sa souffrance. C'est plus important que sa souffrance, que le froid, que la faim. Et puis surtout parce que il a encore ce goût de la beauté, il garde ce goût de la beauté et il cherche à comprendre comment on meurt. Et quand il lui-même est sur le point de mourir, il écrit « Je me regarde mourir avec une grande curiosité ». Il garde ce goût de l'exploration, acquis au cours de ses interactions précoces dans sa famille, dans une famille juive cultivée, dans un milieu autrichien cultivé. La culture germanique, autrichienne et allemande était très belle. C'était pas du tout, comme je l'ai entendu, comme on l'entend souvent, c'était pas du tout des barbares. C'était une belle culture germanique qui a embelli la culture occidentale. C'est là qu'est arrivée une des plus honteuses tragédies de l'histoire humaine. Alors, ces hommes étaient les abrutis, dit Viktor Frankl, qui d'habitude a un langage très doux. Eh bien non, c'était les abrutis. Ces hommes, et Himmler
invente les chambres à gaz parce que les SS étaient abrutis. Himmler. Abrutis par l'alcool, ces hommes-là, s'empêchant de penser, prenaient de l'alcool pour s'adapter à la loi du chef. Et la loi du chef, c'était pas celle d'Hitler. À Wannsee, il y a une recommandation. Les Juifs, c'est eux qui nous ont fait perdre la guerre. C'est une recommandation. On n'a pas retrouvé d'archives. Mais comme je le proposais tout à l'heure, c'est pas la peine de faire de loi quand tout le monde se soumet à la loi du chef sans critique, sans jugement, sans liberté intérieure. Donc c'est un facteur éducationnel, culturel. Le cinéma, le roman doivent poser des questions. Le théâtre grec avait pour fonction de mettre en scène les problèmes de la cité et les citoyens devaient en débattre. Ça, c'est la liberté intérieure. Et la fonction des artistes, c'est de poser des problèmes. Et bien là, il n'y a pas de problème. C'est toujours le problème, c'est la voix du chef. Le chef désire qu'on exécute tous les juifs et qu'on les fasse disparaître de la planète. Je me soumets, moi, SS, et les désirs de mon chef sont des ordres, je n'ai pas besoin d'ordres écrits, et c'est la concierge, c'est le voisin qui téléphone au commissariat, qui dénonce, et sans aucun sentiment de culpabilité, parce qu'il y a le bonheur dans la soumission grâce à l'arrêt de la pensée. Et l'alcool permettait mieux de s'adapter à cette manière de ne pas penser, ou ce bonheur de ne pas penser, parce que la pensée, c'est fatigant, on n'est pas d'accord, il faut lire, il faut travailler, il faut se disputer parfois, et c'est fatigant, mais c'est un plaisir. L'amour aussi, c'est fatigant, hein, parfois, donc c'est un plaisir aussi. Alors, en 1900, après la guerre, vous m'insultez et vous me dites quand je dois m'arrêter, hein, parce que comme il y a eu un début difficile, donc j'attends de voir apparaître le temps de minutes qui me reste pour parler. Alors, finalement, Victor Frankl est libéré par les Américains, pas par les Russes, parce que quelque temps avant, il avait changé de camp. Il était dans une annexe d'un autre camp, de Dachau, et c'est les Américains qui l'ont libéré, alors que c'était les Russes qui ont libéré Auschwitz. Mais tous ont été effarés, comme les traumatisés, sidérés, sans un mot. Et il n'y aurait pas eu quelques cinéastes américains pour filmer, on n'aurait pas les preuves. Exactement comme moi, quand je racontais ce qui m'est arrivé pendant la guerre, si je n'avais pas écrit mon premier livre en 1982 et si je n'avais pas été médiatisé, je ne serais pas passé sur FR3 Aquitaine, où le fait de passer à FR3 Aquitaine, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. J'ai même établi avec eux ensuite des relations amicales. Donc, si j'avais pas été médiatisé, peut-être j'aurais continué à me taire toute ma vie. Et j'ai décidé de ne pas me taire quand j'ai été stupéfait de voir apparaître le négationnisme. Alors là, je me suis dit non. Là, se taire, c'est se faire complice du criminel. Donc là, c'est pas possible. Et maintenant, d'ailleurs, on me reproche de prendre un peu trop la parole. Hein. Mais c'est pas le milieu juif qui me le reproche, ou c'est pas les équivalents de Gabriel Marcel ou de Germaine Tillion. Ce sont des radicaux, des gens radicalisés d'extrême droite et d'extrême gauche, qui me reprochent parfois violemment, encore la Shoah, encore la Shoah. Dès que j'ai commencé à parler après la guerre, on m'a fait taire. Alors, donc, ça veut dire que le discours du sujet s'inscrit dans un discours collectif. Parfois, il y a une concordance entre les deux discours, donc l'attachement peut s'épanouir, je me sens bien parce que j'élabore, je me sens compris, je me trompe, je reconnais, vous m'avez convaincu, on élabore. Je suis donc redevenu un être humain parce que je peux reprendre ma liberté intérieure que j'avais perdue à cause de la guerre, à cause de votre contrainte, de la contrainte que vous m'avez imposée de me taire. Je retrouve progressivement ma liberté intérieure en parlant avec vous ou en parlant à mes amis pour lesquels j'écris. Et puis, bien sûr, maintenant, on est passé dans l'excès contraire, c'est-à-dire que maintenant, on assiste, Wilko Mirski prétend avoir été un enfant à Auschwitz,
Il est très bien accepté dans les milieux juifs jusqu'au moment où une journaliste découvre qu'il est un enfant adopté par des protestants. Et de Fonseca, avec qui j'ai correspondu, elle est belge, ses parents sont rexistes, arrêtés à la Libération. Cette petite fille est morte de honte d'avoir des parents emprisonnés pour avoir persécuté d'autres enfants. Et elle dit « Je suis juive ». Et elle décide de raconter sa vie qui est purement imaginaire, mais qui a donné un film très beau et qui a fait plaisir à beaucoup de gens, sauf que tout était faux. Mais elle avait besoin, pour se réhabiliter, elle avait besoin de s'inventer. Il valait mieux appartenir au monde des persécutés qu'au monde des persécuteurs. Alors, cette fonction de la parole, la discordance entre les récits intimes et les récits du contexte, récits familiaux parfois, récits culturels très souvent, allez, c'est fini tout ça, pense à autre chose. Eh ben non, c'est pas fini tout ça. Ça agit encore, et ça agira toute ma vie, et ça agira aussi sur mes enfants, mes amis, et j'espère que ça agira sur la culture, parce qu'on voit réapparaître maintenant des discours radicaux d'extrême droite. J'ai été vivement agressé par un groupuscule d'extrême droite, même avec des condamnations à mort, avec des lettres d'insultes. Et j'ai été aussi agressé par des radicaux d'extrême gauche qui maintenant écrivent des livres contre la résilience en disant que c'est une entreprise commerciale. Donc, et on voit apparaître un autre discours radical, qui est un radical religieux, même si je pense que le radicalisme de l'islam aujourd'hui, c'est pas seulement l'islam. Je pense que dès qu'un discours devient une récitation soumise à la loi du chef, ça peut être une soumission religieuse, ça peut être une soumission idéologique, ça peut être aussi une soumission scientifique. Alors après ce mot-là de Viktor Frankl, je me regarde mourir avec intérêt. Il continue à avoir ce plaisir de comprendre, et je vais parler pendant encore 5-10 minutes, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le faites savoir, pour dire que j'ai assisté à un phénomène étrange. Sammy Brown, Viktor Frankl racontent que dès que les Américains et les Russes sont arrivés des camps, les gardiens sadiques, inconscients du crime qu'ils faisaient, redeviennent des êtres humains. Et Sammy Brown dit que ce gamin qui survivait d'Auschwitz voit son persécuteur SS rentrer et puis, s'apprêtant à s'enfuir, et demander au gamin qu'il persécutait 48 heures avant, il y a un mort là, est-ce que tu me donnes l'autorisation de prendre ses chaussures? Et Sammy Brown dit, mais il y a 2 jours, il voulait me tuer et m'humilier, et maintenant il me demande la permission de prendre des chaussures. J'ai vécu ça. J'étais à Castillon-la-Bataille quand l'armée allemande, près de Bordeaux, quand l'armée allemande a été encerclée et bombardée par les résistants, FTP, FFI associés pour une fois, mais pas par l'armée régulière. Ils se sont rendus pour qu'il n'y ait pas de massacre d'Allemands. J'ai assisté à leur reddition, j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai assisté à leur reddition. Beaucoup de ces hommes, j'ai été révolté par les comportements d'humiliation qu'on faisait subir à ceux qui voulaient me tuer 2 jours avant, parce que je me disais, ceux qui veulent humilier ceux qui voulaient me tuer ont le même comportement que ceux qui voulaient me tuer et m'humilier. Donc j'ai été révolté par ceux qui avaient ce comportement, mais aussi j'ai été stupéfait quand ils ont été prisonniers de guerre. Instantanément, ces hommes, dès qu'ils ont cessé de se considérer, de se représenter eux-mêmes comme des surhommes, ces hommes instantanément sont redevenus des hommes gentils, souriants. J'ai un souvenir, ils montaient attraper les fruits qu'on ne pouvait pas attraper dans les arbres, ils allaient les chercher et ils nous les offraient en souriant. Les mêmes soldats qui auraient voulu me tuer quelques jours avant me souriaient, me parlaient gentiment et me donnaient des fruits. Les mêmes. Donc, ça veut dire à quel point ce discours radicalisé, quand on s'y soumet, peut permettre tous les crimes sans aucune culpabilité. Nuremberg.
Alors, Viktor Frankl, lui, revient et il dit, ben maintenant, il faut que je donne sens à ce qui est arrivé, et c'est la mort qui donne sens à la vie. J'ai compris qu'à Auschwitz, j'étais pratiquement mort. Il a d'ailleurs un phénomène d'autoscopie, et aujourd'hui, on voit que les réanimateurs ont fait tellement de progrès que le phénomène d'autoscopie que décrivait Nietzsche ou Dostoïevski, ben, je l'ai entendu beaucoup dans ma pratique médicale, parce que les réanimateurs ont fait tellement de progrès qu'ils arrivent à rattraper des gens juste au bord de la mort, near death experience, au bord de la mort, et les gens disent, comme Goethe, qu'ils éprouvent une grande lumière au moment où ils vont mourir, ils n'éprouvent pas d'angoisse, certains même éprouvent un sentiment étonnant d'euphorie, comme Viktor Frankl. Je me sentais bien, c'était intéressant, je me regardais mourir, et certains, beaucoup, décrivent comme Nietzsche, qui se regarde assister à son propre enterrement, comme Dostoïevski, qui voit qu'il se regarde, lui, en train de rentrer chez lui, l'autoscopie, beaucoup de gens disent, mon âme est montée au plafond et regardez mon corps qui était en train de mourir. Donc c'est un phénomène étrange qu'on est en train de constater aujourd'hui dans notre culture. Et puis, je vais terminer là-dessus, on voit que les mots changent de sens quand change le contexte. Les mots sont des organismes vivants. Si j'emploie le mot secrétaire désigne un meuble et désigne aussi un métier. Si je dis j'aimerais bien être votre secrétaire, personne ne va penser que j'aimerais être votre meuble. Le contexte fait changer le sens du mot. Le mot liberté pendant la guerre n'a pas du tout le même sens que le mot liberté aujourd'hui. Et la liberté, pour un grand nombre d'entre nous, est angoissante. Et beaucoup d'entre nous, on l'a vu avec le virus, dites-moi où est la vérité, accordez vos violons, dites-moi ce qu'il faut faire. Dans les périodes de chaos, les dictateurs sont heureux, on va voter pour eux. Et regardez aujourd'hui sur la planète le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. En Europe, au Proche-Orient, comme Hitler qui a été élu démocratiquement. Il n'avait pas la majorité des voix, mais il a été élu démocratiquement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la liberté, parce que dans la liberté, il faut élaborer, il faut chercher à comprendre, il faut rencontrer et il faut accepter de se tromper, de revenir. Alors que dans le fanatisme, on a la vérité toute faite qui nous donne accès au pouvoir en plus. Une fois qu'on est fanatique, si on a l'armée ou si on a la police pour nous, alors là on se permet n'importe quoi. Donc ça veut dire que cette manière, ces discours, le discours intime qu'on ne peut pas partager avec sa famille, le discours familial qu'on ne peut pas partager avec la culture, le discours culturel qu'on ne peut pas, qui nous stigmatise. Ah oui, vous les Juifs, j'ai entendu ça au Maroc il n'y a pas longtemps, les Juifs n'arrêtent pas de se plaindre, ils gémissent tout le temps. 6 millions de morts. Ils ont peut-être un peu des raisons de gémir. Or, Viktor Frankl nous propose au contraire l'accès à la liberté intérieure que Hannah Arendt a très bien décrit elle aussi, ce qui a provoqué un contresens douloureux pour elle dans le milieu juif quand elle parle de Eichmann en parlant de la banalité du mal. Elle voulait dire cet homme est médiocre, comme Christopher Browning nous le dit, comme Viktor Frankl nous le dit. Ces hommes se sont mis en situation de ne plus penser, de se soumettre, et s'ils sont anxieux, ils vont prendre de l'alcool pour supporter leur angoisse et pour pouvoir exécuter les ordres du chef vénéré. On nous demande de tuer des femmes et des enfants avant de les faire descendre dans des fosses avec de la chaux, c'est très douloureux, vous savez. Bien, on va boire beaucoup d'alcool avant. C'est comme ça que Himmler, au bord de la nausée, vomissant en voyant des femmes et des enfants mitraillés dans des fosses couvertes de chaux, dit, mais humainement, il faut qu'on mette au point des chambres à gaz. Donc, c'est ce que j'ai connu quand j'ai été arrêté, où Maurice Papon a dit, j'ai fait livrer des boîtes de lait condensé sucré, ce qui est vrai, je l'ai vu, et ces boîtes de lait concentré sucré, preuve d'humanisme, en fait, permettait de rassembler les enfants et de les déporter à Auschwitz. Voilà, donc, les
mais je termine par une phrase. À la Libération, Victor Frankl vole au secours de ses amis autrichiens qui étaient devenus nazis. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas l'écho reprend longtemps et ça j'ai presque reprend parce que je suis obligé de vous dire que c'est bientôt fini, voire j'arrête sur une phrase. Je dis que à la Libération, à protéger, à cacher chez lui le professeur Otto Pölzl, qui avait été le professeur de Viktor Frankl en médecine, il l'a caché chez lui pour lui éviter le lynchage en disant parce que il a protégé le professeur Pölzl était devenu nazi, mais Viktor Frankl l'a protégé, il avait donc gardé sa liberté intérieure. Voilà les quelques idées que je voulais vous proposer. Merci de m'avoir écouté 2 fois grâce à l'écho. Alors, je voudrais juste rebondir sur un point avant de vous poser une question. C'est à propos de Christopher Browning que vous avez cité pour Des hommes ordinaires. Et vous avez insisté sur le renoncement à la liberté intérieure, ce qui me paraît effectivement tout à fait justifié par ce que Browning montre chez les hommes du 101e bataillon de réserve de la police. Alors, est-ce qu'il entend là ? Je crois qu'il ne... Plus fort. Alors, si je parle plus fort, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Donc, je reviens rapidement sur Christopher Browning. Vous avez insisté sur le renoncement à la liberté. Il me semble qu'il y a la question du rôle du groupe aussi, qui joue et qui est fondamental pour justement comprendre comment des bons pères de famille... Alors, vous avez évoqué les professions intellectuelles pour certains d'entre eux, mais il y a aussi des chefs d'entreprise, des ouvriers, certains ayant eu parfois un engagement, on va dire, diamétralement opposé au nazisme avant-guerre. Je crois que ces gens étaient tous originaires de la région de Hambourg, enfin en tous les cas la Rance, à proximité, donc nord de l'Allemagne. Et ce qui frappe beaucoup, me semble-t-il, Browning, c'est justement comment ce groupe hétérogène est parvenu finalement à exécuter un ordre de tuerie massive, alors que ces gens n'avaient jamais eu d'armes entre les mains, n'étaient pas du tout réputés pour être des criminels endurcis ou des nazis même convaincus. Et donc, à côté de cette question du renoncement, il interroge beaucoup ce qu'on pourrait appeler les mécanismes sociaux qui conduisent justement ces individus à un tel renoncement. Avec un épisode, si vous vous souvenez, lors de la première tuerie, c'est la tuerie de Józefów, je crois, en Pologne, un épisode plutôt surprenant où le chef du bataillon comprendra si les individus ne veulent pas exécuter l'ordre qu'on leur demande. De mémoire, je crois qu'il y a 2 ou 3 soldats, donc policiers réservistes, qui sortent du rang à ce moment-là. Et Browning s'intéresse évidemment à ces individus. Qu'est-ce qui les a conduits à sortir du rang ? Et ça permet aussi de remettre totalement en cause le mythe du soldat ou du policier qui aurait été exécuté, passé par les armes, s'il avait refusé d'exécuter ce type d'ordre. Tous les historiens, je crois, enfin en tous les cas, tous ceux que je connais, de Timothy Snyder à Browning, sont d'accord là-dessus pour dire qu'on n'a aucune preuve de telle punition. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Ensuite, j'ai une question qui concerne ce que vous avez dit à propos de Frankl, avec ce qu'on pourrait appeler sa passion pour comprendre ou de comprendre l'adversaire. Parce qu'il me semble que là, on a quelque chose d'un peu transversal. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même remarque, et ce sera donc ma question, pour Primo Levi, pour Vassili Grossman, c'est-à-dire comprendre l'adversaire. Et donc, assez vite, tout de suite, écrire
Frankl, je l'ai appris grâce à vous, c'était directement dans le camp, enfin c'était assez sidérant effectivement, mais pour les auteurs que j'ai cités, Grossman c'était aussi pendant la guerre, et Primo Levi c'est assez rapidement après la libération du camp d'Auschwitz. Donc est-ce qu'on n'a pas affaire ici finalement à une attitude éthique, pourrait-on dire, qui signe d'une certaine façon un échec du nazisme. Avoir été incapable justement de tuer chez tout le monde cette passion de comprendre. Voilà la question que je voulais vous poser. Merci beaucoup pour ces deux remarques. Alors, pour ce qui est du 101e bataillon, c'est pour ça que j'avais proposé l'idée que, en fait, l'arme de la dictature, c'est pas l'armée, c'est pas la police, c'est le conformisme. Et que c'est le côte à côte qui provoque la dictature. C'est pour ça que dans les grandes dictatures, il y a toujours des manifestations de masse, où tout le monde crie, scande les mêmes slogans. Et ça donne une impression de solidarité intellectuelle qui arrête la pensée. Et que, effectivement, tous les régimes totalitaires augmentent cette manière de ne pas penser, de se donner l'illusion de penser en scandant les mêmes mots. Effectivement, j'ai vu le document, j'en ai parlé avec Christopher Browning, clairement, ils avaient le droit, ces gens qui étaient cultivés, qui n'étaient pas des abrutis, hein, c'était des hommes qui avaient des diplômes, qui étaient presque un nombre, je crois que c'était 80-83% étaient docteurs en quelque chose. Donc ils avaient fait des études, ils avaient appris à lire. Eh bien, ces hommes-là, on leur avait donné le droit de ne pas participer à la tuerie, et seuls moins de 10% d'entre eux ont profité de ce droit. J'ai vu le document, si vous refusez d'exécuter les ordres, vous ne serez pas puni, vous serez simplement muté. Ceux qui ont refusé d'exécuter les ordres ont été mutés, n'ont pas été punis. Et les 90% d'entre eux ont exécuté les ordres qui consistaient à tuer les enfants un par un d'une balle dans la tête. Ils l'ont fait, sans culpabilité. Alors là, je vois que le conformisme est presque... je pense que là, il faut un mécanisme très archaïque de la socialisation. Je pense que c'est les neurones miroirs, c'est-à-dire c'est bien en deçà de la pensée, bien en deçà de la parole. On se soumet pour des raisons probablement de besoin d'exister ensemble. Seul, on ne peut pas exister. Seul, le cerveau ne fonctionne plus. Un cerveau seul est un cerveau qui s'atrophie. Un cerveau a besoin de la stimulation d'une altérité pour se mettre à fonctionner. S'il n'y a pas d'altérité, on photographie l'atrophie cérébrale qui suit à l'absence d'altérité. Et la médiation avec l'altérité, c'est la parole. Mais non seulement la parole, le contenu, non seulement l'énoncé, mais aussi l'énonciation, tout ce qui est autour de la parole. Donc, je crois que là, on a, avec le totalitarisme, dénoncé et décrit par Hannah Arendt de manière que je trouve merveilleuse, claire. C'est pour ça que j'ai souffert quand on a accusé Hannah Arendt. J'ai personnellement souffert avec elle, si on peut dire personnellement avec elle. Parce que je crois que ce qu'elle décrivait, c'était ce mécanisme de socialisation archaïque qu'on retrouve dans tous les régimes totalitaires et qui donne un grand sentiment de sécurité. Je ne suis pas seul, je suis avec les autres. Je me soumets au récit qui empêche la réflexion, l'élaboration, pour ne pas être seul. C'est vital, c'est fondamental. C'est pour ça que les régimes totalitaires ont souvent du succès, et souvent auprès des gens malheureux. Michelet disait, c'est dans les déserts de sens que naissent les sorcières. Alors ça, c'est la première partie de ma réponse, dont je suis très content, mais j'ai oublié la deuxième question. Qu'est-ce que c'était la deuxième question ? Alors, c'était à propos du lien possible entre Frankl, Grossman pour l'Union soviétique et Primo Levi comme rescapé. C'est-à-dire, au fond, trois individus qui ont été animés par cette passion de comprendre ce qu'il était en train de leur arriver. Voilà. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire, parce qu'effectivement, un des passages marquants de Primo Levi, c'est Ir kein Warum. Quand il arrive à Auschwitz, ici, il n'y a pas de pourquoi.
c'est pas la peine de chercher à comprendre. Ici, vous devez vous adapter. Alors, ça permet d'illustrer l'idée que je vous propose sur la socialisation incroyablement archaïque. À Auschwitz, l'adaptation, c'est respirer, voler un morceau de pain. J'ai connu ça aussi dans des institutions ou dans des institutions d'après-guerre. Il fallait se faire nommer, désigner pour essuyer la table. Parce qu'en essuyant la table, on avait une poignée de miettes de pain supplémentaires. L'adaptation au contexte arrête la pensée. On se soumet avec bonheur. Parce que quand le contexte n'a pas de sens, c'est insensé, à ce moment-là, il faut respirer, manger, dormir, se protéger, ne pas être tué tout de suite. On arrive à un processus de socialisation très, très archaïque. C'est pour ça que je proposais tout à l'heure l'idée des neurones miroirs et du conformisme, qui explique, le neurone miroir explique l'étonnant conformisme, ne pas être seul. Mais il y a des gens comme Primo Levi, Germaine Tillion, Victor Frankl, qui, eux, gardent cette liberté intérieure. Je veux comprendre. Et pour Primo Levi, il y a un warum, il y a un pourquoi. Et quand on lui dit hier kein warum, eh ben lui il dit mais si, moi je veux comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, il garde sa liberté intérieure. En plus, Primo Levi était dans une situation où on souffrait un peu moins puisqu'il était comme Simone Weil. Simone Weil était à la cuisine, Primo Levi était aux archives. Donc on souffrait un peu moins, mais lui, il gardait sa liberté intérieure. Alors, quelqu'un dit la liberté intérieure est liée à la résistance à l'autorité, expérience de Milgram, c'est exactement ce que je m'apprêtais à vous proposer comme idée. C'est-à-dire que dans l'expérience, j'ai suivi l'expérience de Milgram a été répétée par Jean-Léon Beauvois à Nice, et quelqu'un est en train de j'ose pas vous dire qui, mais quelqu'un est en train de la refaire encore une fois. Moi, je trouve qu'elle est très illustrative. Qu'est-ce qui se passe pour que tant d'hommes et de femmes parmi nous se soumettent? On fait du social en se soumettant, on perd sa liberté intérieure pour avoir le plaisir de la sécurité profondément imprégnée, archaïquement imprégnée. C'est probablement en relation avec la relation mère-enfant. C'est-à-dire que j'ai besoin, je ne peux pas vivre si je n'ai pas au fond de moi cette empreinte sécurisante. On voit que les enfants abandonnés, comme ça a été dit tout à l'heure par Marion Feldman, c'est-à-dire que les enfants abandonnés acquièrent une grande insécurité quand ils ont été privés de cette empreinte biologique de la sécurité maternelle. Quand ils en ont été privés, eh ben, c'est les enfants qui doutent de tout, qui sont tout le temps apeurés et qui sont avides d'être sécurisés. Alors, et Milgram montre, alors j'avais dit à Jean-Léon Beauvois, je lui avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui, justement, se rebellent. C'est ceux qui ne se soumettent pas. Qu'est-ce qui se passe au fond d'eux? La majorité tend à se soumettre jusqu'à un moment où une minorité dit, ah ben non, là, je me rebelle, j'accepte plus. Et je me rappelle dans l'expérience de Milgram, refaite, moi j'ai trouvé magistralement par Beauvois, à un moment, il y a un gars qui refuse d'envoyer le choc électrique supposé intense et mortel. Et celle qui commandait, dans l'expérience de Beauvois, c'est une femme qui commande, c'est pas comme dans Milgram, c'est un homme qui commande. Là, Beauvois avait décidé que c'était une femme qui donnait l'ordre d'envoyer les impulsions électriques, une très jolie animatrice télévision, et elle lui dit, mais vous avez signé un contrat, vous avez passé un contrat, vous devez envoyer le choc électrique. Et le gars se lève et dit, oh ben non, moi, contrat ou pas contrat, et il se lève et je signe pas, je n'envoie pas le choc et il s'en va. Et cet homme-là est un gars qui, depuis l'école, était mauvais élève et toujours en opposition. Alors, je ne sais pas si on peut en faire une règle, mais ça veut dire qu'il avait gardé sa liberté intérieure dans une certaine mesure. En revanche, une fille qui refuse d'exécuter l'ordre du choc électrique, c'est par empathie. Elle dit, mais ça va lui faire mal. Ben oui, vous avez signé le contrat. Ah ben je ne peux pas lui faire mal. Non, non, je ne peux pas lui faire mal. J'aimerais bien exécuter vos ordres, mais là, lui faire mal, je ne peux pas. Donc on voit qu'il y a sûrement plusieurs mécanismes explicatifs, mais de toute façon, cette expérience qui est en train de se refaire, je l'attends avec impatience parce que elle explique en partie,
par un besoin fondamental d'être ensemble jusqu'au point de accepter de perdre sa liberté intérieure. Et quelques-uns refusent parce qu'ils ont acquis en eux une confiance primitive donnée au cours des précoces, c'est-à-dire comment ils ont acquis en eux de ne pas se. Mais c'est Cyrulnik, je suis obligé de vous interrompre à nouveau. En fait, on est un peu en train de se couper mutuellement, parce que quand mon micro est ouvert, il y a de l'écho et on ne vous entend plus. Voilà. Je reprends simplement la parole. Je vais demander à la salle s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à Monsieur Cyrulnik. Non. Alors, j'ai des questions qui proviennent... Oui, il y a quelqu'un? Alors, il y a une personne qui va vous poser une question et qui va venir jusqu'au micro. Et puis, après votre réponse, nous vous remercierons et puis nous nous interromprons pour ce matin. Oui, monsieur Boris Cyrulnik, bonjour. Sabine Adler. On s'est échangé parfois. Oui, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine, c'est-à-dire les élections, j'en ai parlé encore la semaine dernière avec mon père qui a 93 ans, qui a été un enfant caché, qui est extrêmement inquiet par ce qu'il pourrait se passer pour les résultats, qui pense que si Le Pen passait, ça serait une dictature. Bon, j'en suis moins convaincue que lui. Je suis encore un peu naïve. Et je suis effarée devant le nombre d'amis, de gens de gauche qui ne voteront pas contre Le Pen parce qu'ils ne veulent pas voter pour Macron, ça les appartient. Mais que pensez-vous de cette attitude de gens qui sont quand même très intellectuels, très lettrés? La menace de Le Pen est là, elle existe. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voter pour Macron, mais c'est quelque chose qui me terrifie. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Comme si, enfin moi j'ai été biberonnée par la guerre, j'ai entendu le discours de mes parents, et bien évidemment je voterai, qui que ce soit, je voterai contre Marine Le Pen. J'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen. Mais j'ai connu deux guerres. Je suis un peu moins âgé que votre père, j'ai connu deux guerres. Et on voit les mêmes phénomènes. J'ai connu la guerre de 40, que j'ai subie de plein fouet, et j'ai aussi connu la guerre d'Algérie, où j'étais dans les bataillons disciplinaires. Donc, on voit le même phénomène se répéter dans chaque guerre, c'est-à-dire la fragmentation du savoir, je souligne, la fragmentation du savoir permet de commettre des crimes sans aucune culpabilité. J'ai vu des gens pédaler sur la gégène, c'est-à-dire torturer un homme, mais il disait « je ne fais que pédaler ». Nuremberg, comme un Nuremberg. Or, dans les périodes de chaos, on voit que c'est là que naissent les dictatures. Tout à l'heure, j'ai cité la phrase de Michelet, c'est dans les déserts de sens que naissent les sorcières. C'est dans les périodes de chaos que naissent les dictatures. Parce qu'arrive un escroc culturel qui est le sauveur, qui dit « moi je sais où est la vérité, votez pour moi, je vais sauver le peuple. Je suis prêt à mourir pour le peuple ». Je suis en train de paraphraser Hitler. C'est-à-dire que beaucoup de ces sauveurs-là se font élire au nom du peuple. Et une fois qu'ils sont élus, ils donnent tous les pouvoirs, et quand on est anxieux, on est rassuré par une autorité. Dites-moi qui, dites-moi où est la vérité, dites-moi ce qu'il faut faire. Et pendant les deux périodes de guerre que j'ai subies, je vois qu'il y avait énormément de gens, parfois diplômés. J'avais des collègues internes en médecine, je les ai vus se transformer très rapidement en soumis. Je me rappelle un interne en médecine qui était terriblement arrogant quand il était humiliant avec les malades quand il était interne en médecine. Quand je me suis retrouvé au fort de Vincennes avec lui, comme élève officier de réserve, eh bien, je l'ai vu devenir lécheur, comme on disait. Ce gars qui était humiliant quand il était interne n'adressait la parole à des mecs, oui mon caporal, oui mon sergent,
Et il se soumettait parce qu'il devait être mal à l'aise, parce qu'il n'aimait que les rapports de hiérarchie. C'est un gars qui n'avait donc pas de liberté, qui avait perdu sa liberté intérieure. Et je fais l'hypothèse que dans une situation où on lui aurait demandé de pédaler sur un vélo, sans lui dire que ça envoyait de l'électricité pour torturer un Algérien, je pense qu'il aurait pédalé. Alors, ce qui m'inquiète dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on vit un chaos, on vit un chaos culturel. C'est là, parce que c'est la culture qui permet d'éviter le conformisme. Le cinéma, le roman, la psychologie, la philosophie, poser des questions, le théâtre, poser des questions, ne pas être d'accord, se disputer, poser des questions. Là, on est contraint à élaborer. Et là, on peut voter pour quelqu'un de son choix. On a une liberté. Alors que si on a peur, on vote pour quelqu'un qui dit « moi j'ai la force avec moi, je sais où est la vérité ». L'autorité va rétablir la paix et beaucoup de gens se laissent convaincre par cet argument. Et là, je vois que vous avez dit de gens de gauche qui votent à droite. Vous venez de naître, puisque votre père a quelques années de plus que moi. Eh bien, j'ai connu des doriotistes, j'en ai même connu de près. C'était des gens qui étaient communistes, qui étaient même très proches des responsabilités. Doriot était maire communiste de Saint-Denis. Il avait fondé les jeunesses communistes. J'ai été à l'UJRF dans les années d'après-guerre, et on voit ces doriotistes s'engager progressivement très rapidement, et sont morts dans les Waffen-SS. Voilà. Je vous interromps et nous vous remercions pour ces réponses passionnantes à entendre.